bonjour. C'est un plaisir pour nous, entre-temps, de vous accueillir, de dialoguer avec vous, parce que vous êtes une philosophe, et une philosophe qui a, depuis 2 ans, au moins 3 ans, mais depuis bien plus longtemps, frayé, dialogué avec les historiennes et les historiens. Et vous êtes l'une des co-directrices de ce volume chapeauté par Pierre Singaravelou, Colonisation, qui vient de paraître au Seuil. Et vous avez, vous, en philosophe, assuré la première partie, la première strate de ce livre, qui est un livre qui a une particularité, dans les livres d'histoire, c'est-à-dire qu'il part du présent et il fait ce geste archéologique, termes qui sont à la fois du côté de la philosophie et du côté de l'histoire. Et vous avez assuré à la fois par une grande introduction cette ouverture, et puis cette ouverture d'une certaine manière de ce qu'on pourrait appeler le champ de fouille, mais un champ de fouille où il n'y a pas besoin de creuser. Et c'est ça, peut-être, qui fait que votre place dans ce volume ne se pose pas. Ne se pose pas parce que, au fond, vous pratiquez le diagnostic tel que Foucault, dans ce texte paru au printemps 2023, le discours philosophique l'énonce, diagnostiqué. Et vous faites, dans ce texte, cette position que vous assumez d'être dans cette... Alors, c'est pas l'entretemps, c'est une sorte un niveau de surface comme ça, où vous produisez un discours qui fait remonter toute une pensée, la pensée postcoloniale, qu'on ignorait totalement. Et d'abord, c'est quoi cette expérience avec les historiennes et les historiens à travers cet objet qui est, on le voit, c'est la première grande somme autour des colonisations françaises et qui est quand même sous-titrée « Notre histoire ». Peut-être pour répondre avec justesse à cette question, il faudrait déjà que je dise pourquoi j'ai spontanément accepté ce projet quand Pierre Singaravelou m'a contacté. Et je dois avouer que je n'ai pas été immédiatement frappée par le fait que j'étais la seule philosophe au milieu d'historiens. Le problème s'est posé peut-être éventuellement plus tard, s'il s'agit de penser un problème. Mais en tout cas, ce qui m'intéressait quand Pierre Singaravelou m'a contacté pour me demander si je voulais participer à la coordination du projet aux côtés de Guillaume Blanc, Mélanie Lamotte et Arthur Asseraf, et sous sa direction, c'est que je me disais, chouette, vraiment, je vais pouvoir tester des hypothèses avec des personnes qui font un travail que je ne fais pas parce que ce n'est pas mon travail immédiat de philosophe, c'est-à-dire ceux qui vont fouiller dans les textes, dans les archives, recomposer des récits, etc. Et c'est vrai que dans ma pratique de philosophe, je me suis toujours servi du savoir produit par mes collègues historiens comme un moyen de tester des hypothèses plus généralistes et tentant toujours de se hisser à une forme de généralité épistémologique. Et sur la question de la colonisation et sur le statut de l'histoire dite postcoloniale, ici en un sens historique, c'est vrai que, comment dirais-je, mobiliser des éléments empiriques pour tester ce que je dirais de manière un peu grossière, le rapport entre les ruptures et les continuités, entre le moment colonial et le moment postcolonial, ça me paraît assez essentiel. Donc ça, c'était un petit peu le côté intéressé dans ma démarche de philosophe, comment j'allais pouvoir me servir en fait de tout ce qui est fabriqué par mes collègues pour mon propre travail. Donc voilà un petit peu la démarche strictement intéressée. Et après, évidemment, ça a pris une autre tournure d'un point de vue épistémologique, puisque ce qui était passionnant, c'est que c'était la première fois où j'ai dû me rapporter à ma propre écriture et comprendre comment j'écrivais, puisque c'est la première fois que j'écris un texte, enfin le texte d'introduction, c'est la première fois que j'écris un texte de cette nature, un texte où il n'y a pas beaucoup de concepts,
Et s'il y a des idées, c'est toujours sous la forme d'une histoire des idées. Et c'est vrai que ce n'est pas ma manière de pratiquer la philosophie, je ne me considère pas immédiatement comme historienne des idées. Donc là, il y a eu une véritable réforme de l'écriture. Il y a eu aussi un engagement où je me suis posé la question, mais comment on écrit des histoires ? Et immédiatement, pour commencer à m'insérer dans cette espèce d'écriture collective qui était colonisation de notre histoire, le rapport au récit, à la construction du récit, s'est vite imposé d'une manière absolument, là aussi, assez directe. Et j'ai trouvé ça très difficile en venant de la philosophie, je dois avouer. Alors la petite pirouette que j'ai trouvée, qui n'est pas la plus heureuse et qui on trouvera que c'est peut-être un peu faible théoriquement, c'est de me dire, bon écoute, Yala, tu es également romancière, donc essaie de passer par ce chemin-là pour comprendre comment tu peux déployer une narration historique. J'allais y venir, parce que en fait, en 2022, vous avez publié un roman qui s'appelle Au Seuil, qui s'appelle La Dissociation, qui est un roman autour du récit d'une jeune femme par rapport à sa grand-mère, et qui a, ce qui est, je trouve, très intéressant dans ce dont nous parlons, il y a une place de la folie qui est tout à fait centrale. Oui. Donc de la déraison, d'une certaine manière, dans ce qui, rétrospectivement, quand on lit ce volume, apparaît aussi, et d'ailleurs dans le roman post-colonial, la figure de l'esclave folle est une figure très récurrente. Et quand on lit votre introduction, on voit bien comment... Elle est très raisonnée quand même, je préfère. Elle est très raisonnée quand même. Oui, elle est tout à fait raisonnée. Et tout à fait raisonnée, mais ce qui est intéressant, c'est que vous faites récit, et puis ensuite, le livre est composé, je l'ai dit, de différentes strates, et ces strates sont des mosaïques. Des fragments, ce sont des fragments, certains assez courts, sur, par exemple, je pense au texte de Benoît Trépied sur Ouvéa et sur la Nouvelle-Calédonie, sur le massacre des Kanaks. Je pense au texte de Jean-Pierre Bas sur l'évolution des rapports entre la France et l'Afrique. Cette manière, en fait, dont vous tenez le récit, et puis après, on voit comment on arrive aussi à rendre visible toute une pensée. La partie finit par des textes de Chamoiseau, d'autres qui ne sont pas des historiens ou des historiennes. Et je trouve que cette dimension est d'autant plus intéressante que vous avez parlé de votre expérience romanesque, qui vous a pris quand même 3 ans, pendant lesquels vous dites que vous n'avez pas écrit autre chose, que c'est une sorte de parenthèse, ou en tout cas de moment où vous êtes plongé dans cette histoire, histoire qui quand même a aussi des sources. Et là, peut-être, des sources, est-ce que c'est des sources personnelles, est-ce que c'est des sources familiales, est-ce que c'est des sources plus collectives? Mais néanmoins, cette question d'une histoire décolonisation française pose évidemment la question de comment on écrit cette histoire? Est-ce qu'on écrit toujours avec le récit du colonisateur, le récit du colon, le récit de... Et qu'est-ce qu'il y a comme autres sources? Et les autres sources, ceux des damnés, comme disait Fanon. En fait, ce qui est le livre en soi, colonisation de notre histoire, ce que j'aime énormément, c'est que c'est c'est une bâtisse en fait, c'est une véritable architecture. Et on n'est pas dans un éclatement, et c'est vrai que je n'emploierai pas immédiatement la notion de fragment en fait, pour spécifier les différents textes qui sont dans l'ouvrage, parce que je vois aussi comment on a construit le livre tous ensemble à 5, et c'est vrai que juste la question du plan, en fait, de l'organisation même de l'ouvrage, de la spécification de chaque partie et des différents montages temporels qui composent les parties, en fait, je crois que ça nous a pris à peu près un an et demi en fait. Et pour la partie 1, ce qui était intéressant, c'est que...
d'un point de vue, là j'utilise les catégories historiques, on dirait que spontanément c'est la partie post-coloniale avec le fameux tiret qui permet d'entrer dans le champ comment dirais-je, de l'après-indépendance des années 60, puis on dit mais qu'est-ce que ça féconde ce moment précisément. Et sauf que cette partie-là, le après les années 60, c'est après des années 60 à aujourd'hui, c'est une partie qui est déjà compliquée d'un point de vue temporel, parce que c'est à la fois du passé, sur lequel on a effectivement des sources précises, à partir desquelles des histoires ont déjà été écrites, mais c'est aussi beaucoup de présent. Et c'est un présent dans lequel nous sommes embarqués affectivement, politiquement, dans lequel aussi nous embarquent nos mémoires. Et c'est un présent aussi qui renvoie à des recompositions géopolitiques, matérielles, qui sont attestées, mais qui parfois également nous échappent. Donc il fallait être capable d'écrire une partie qui soit capable de composer tout autant avec un ensemble de sources empiriques attestées, mais aussi avec des échappées et des silences. Et l'équilibre à trouver pour cette partie, c'était celui-là. Comment on écrit avec ce qu'on ne sait pas ? Comment on écrit avec... moi, j'aime beaucoup cette expression du philosophe Mudimbe, que je reprends d'ailleurs à la fin de l'introduction. Comment on écrit avec une attention constante à la nuit ouverte, c'est-à-dire à l'histoire qui vient, cette espèce d'immense trou noir dans lequel on est immédiatement embarqué. Et c'était cette composition entre le savoir et le non-savoir, cette composition entre des montages de temps qui finalement nous amènent à broder ensemble à la fois le passé, le présent et le futur, qui explique en tout cas la forme que prend cette première partie et les raisons pour lesquelles plusieurs aussi disciplines sont convoquées pour la composer, que ce soit des écrivains comme Patrick Chamoiseau, ou alors des spécialistes en littérature, ou alors encore des philosophes, ce qui permet à la fois de produire un discours, je dirais, descriptif. C'est-à-dire qu'on a des textes descriptifs. Par exemple, vous parliez du texte de Jean-Pierre Bach. Bon, c'est quoi, de 1960 à, je ne sais pas, au moins 1994, la relation que la France entretient avec une grande partie de ses anciennes colonies africaines. Donc là, on a une partie tout à fait descriptive et historique. Et puis, vous avez des textes, je dirais, plus normatifs, ou en tout cas qui embarquent les mots dans un ensemble de projections utopiques, comme le terme décolonisation. Et c'est par exemple ce que font Walter Mignolo et Achille Mbembe dans un entretien qui prend en charge la question de la décolonisation des savoirs. Où là, on voit, c'est pas du tout une analyse descriptive de ce qu'ont été les phénomènes historiques des décolonisations, mais plutôt la manière dont on peut, comment dirais-je, embarquer avec nous le terme colonisation et lui attribuer une dimension, je dirais, plus utopiste en fait, et donc clairement normative sur le plan politique. Et là aussi, c'est à cause du montage de temps à partir duquel se constitue cette partie, on voit que les mots circulent en ayant des sens plurivoques, des usages plurivoques, parfois des usages simplement descriptifs, qui engagent là aussi un travail d'écriture historique précis, et parfois ils ont un usage, je dirais, plus normatif, qui va peut-être aussi engager les auteurs qui veulent saisir les mots de cette manière à se rapporter d'une manière très très différente aux savoirs historiques. Et c'était un peu la gageure de cette partie. Comment composer cette architecture de voix, en fait, qui fait qu'on ne laisse tomber aucun temps. On ne privilégie pas le passé sur le présent, ni même sur le futur, mais on embarque ces différents temps avec nous. Donc c'était ça un petit peu le pari de cette première partie. Enfin, ça se sent beaucoup y compris dans votre parcours, hein, puisque vous avez fait une thèse sur Bergson. Ce qui est quand même, mais les gens rient d'ailleurs quand je dis ça, mais je suis très heureuse d'avoir fait cette thèse. Oui, mais ça ne me choque pas du tout. Enfin, je dis ça, vous avez fait une thèse d'histoire de la philosophie. Je peux juste dire quelque chose à ce sujet ? Merci, c'est que très souvent, comme j'ai eu un parcours, alors si on doit faire justement une mauvaise chronologie, en fait, on dirait elle a commencé avec Bergson, et puis il y a eu le tournant postcolonial, ce qui n'a pas de sens. Mais la seule question une des questions qui me gêne, en fait, c'est pas du tout ce que vous avez fait, hein, mais quand on revient sur mon parcours intellectuel, c'est que toujours on me pose la question de la cohérence. Comme si finalement, comment dirais-je, les géographies éclatées dans lesquelles je me suis installée, je sais pas, disons grossièrement Europe, Afrique, étaient aussi finalement avaient des répercussions quant à la logique des objets sur lesquels je travaille. En gros, des géographies distanciées impliquent une incohérence logique.
Or, une géographie ne détermine aucunement une cohérence logique ou une incohérence logique. Donc, je suis toujours assez gênée, en fait, par... Et c'est ce que vous dites très bien dans un texte, c'était pour Présence africaine, en 2015, sur décoloniser la philosophie, ou de la philosophie comme objet anthropologique. Et vous dites, vous avez ça, un ensemble de formules qui ne sont pas des formules de magie, qui sont des formules extrêmement concrètes de défaire, de déconstruire, de démonter, justement pour créer de nouvelles géographies de pensée. Et je crois que c'est ça qui est aussi très intéressant dans cet ensemble, parce que il faut rappeler que c'est une première couche, mais en même temps, cette première strate du livre, il y en a 5, puisqu'on revient, où on va vers les sociétés occidentales avant la colonisation, à la veille de la colonisation. Votre partie vient en premier, avec ce futur. Vous le dites très bien, et il faut mesurer, je crois, la puissance de cet énoncé. Vous reprenez Henri Rousseau et vous dites c'est un passé qui ne passe pas. Et c'est très très important de l'énoncer en ces termes-là, c'est-à-dire de l'énoncer en faisant référence à ce qui, jusqu'alors, dans l'historiographie et dans l'espace mémoriel, c'était l'occupation et la collaboration, c'était ce passé qui ne passe pas, mais en fait le passé qui ne passe pas, aujourd'hui massivement, ce n'est plus tellement celui-là. Et on le voit quand on travaille en histoire contemporaine, c'est la guerre d'Algérie, c'est les décolonisations et les indépendances, plus exactement, qui sont, et c'est un des enjeux de cette partie-là, on l'oublie, mais c'est pas 62 la fin non, on va jusqu'en 75. On oublie que la France avait des colonies jusqu'à ces années-là. Et puis que, par ailleurs, il y a une partie importante aussi sur le choix de la départementalisation, dont on voit aussi dans notre présent et dans notre avenir toutes les limites. Alors, ce qui évidemment nous fait aussi sortir du livre et nous amène à finalement toute cette autre bibliothèque qui est là, c'est la bibliothèque future, les livres à venir, les vôtres, et ceux d'un certain nombre de philosophes, d'historiennes, d'historiens, mais aussi une bibliothèque enfouie, je dirais, une bibliothèque enfouie que vous avez remis sous nos yeux, et qui sans doute, sans cette bibliothèque, on ne peut pas comprendre cette période. Alors, vous dites qu'il faut sortir de l'oxymore, de la philosophie africaine. Ça, c'est Souleymane Bachir-Diagne qui dit ça précisément dans la préface à la réédition qu'il a effectuée de la philosophie bantoue de Placide Tempels. Et justement, il dit que ce livre a été important quand il est paru dans les années 40 et republié à la fin 49 par les éditions Présence africaine, qui d'ailleurs sont constituées pour ce livre. Et au début de cet ouvrage, donc, Souleymane Bachir-Diagne dit précisément que ce livre a été important parce que la philosophie bantoue permettait de sortir de ce qui apparaissait comme un oxymore, à savoir la tension, une contradiction entre d'un côté philosophie et de l'autre Afrique en fait. Il y a une rationalité qui s'est constituée sur le continent africain et comment dirais-je, l'Afrique n'est pas le non-lieu de la pensée comme elle a été beaucoup décrite, pas seulement dans les textes de Hegel qu'on recite souvent, mais aussi dans d'autres textes. Donc il y a effectivement ces bibliothèques dans le champ de la philosophie à rouvrir, à questionner. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de se demander, mais c'est quoi une bibliothèque ? C'est quoi une bibliothèque classique ? Et comment se constituent les bibliothèques dans nos différentes disciplines, ce qu'on va considérer comme relevant du canon. Et quand on questionne le champ de la philosophie, il est intéressant de voir comment cette discipline s'est racontée à elle-même sa propre histoire
et comment cette discipline s'est racontée à elle-même sa propre histoire, aussi au moment où l'Europe se constituait sous le format d'État-nation, etc. Et comment aussi ça a eu des répercussions, comment il y a eu une nationalisation de la philosophie, une européanisation de la philosophie en fait. Et il y a une histoire de l'européanisation de la philosophie, c'est-à-dire qu'il y a une histoire de l'exclusion des autres dans la manière dont la philosophie s'est rapportée réflexivement à elle-même, en Allemagne dès la fin du XVIIIe et en France au début du XIXe siècle en fait. Et c'est intéressant de réhistoriciser tout cela en fait, dans la mesure où cette philosophie-là, ou cette histoire de la philosophie, c'est aussi celle qui va voyager peut-être dans éventuellement les institutions coloniales, etc. Et c'est elle aussi qui va être soumise à la force de la critique par un ensemble d'intellectuels. Et moi, je sais qu'un livre qui a été extrêmement important pour moi, et ça a été l'occasion, et c'est la raison pour laquelle j'ai voyagé au Cameroun, parce qu'il fallait absolument que je rencontre l'auteur de ce livre, ça a été La crise du Muntu, publié en 1977. J'aime à rappeler juste un an avant l'orientalisme d'Edouard Saïd, mais juste pour la boutade, hein. C'est pas du tout signifiant d'un point de vue épistémologique. Mais ce livre de Fabien Ebousi-Boulaga, donc un très grand philosophe camerounais qui nous a quittés il y a quelques années, c'est un livre justement qui revient sur la manière dont il a reçu cette discipline dans le Cameroun colonisé, et ce que cette discipline offre comme perspective d'émancipation. Est-ce que les perspectives d'émancipation tenues par la philosophie, dans sa grande lutte justement contre les obscurantismes, contre la théologie, est-ce que ces promesses-là, en fait, qui sont aussi liées à un discours précis sur ce que peut être la recherche et l'amour de la sagesse et donc de la vérité, est-ce que ces promesses sont tenues en contexte colonial et même en contexte postcolonial. Et donc tout ce livre, en fait, la crise du Muntu, va s'engager dans une réflexion critique sur ce qu'est la bibliothèque philosophique, en montrant comment cette discipline, une fois arrivée en Afrique avec le bagage des colons et la manière dont les missions ont construit les institutions de savoir, comment cette philosophie est traversée par une raison qui est une raison coloniale. Et donc ça, pour moi, ça a été un très grand livre, parce que ça me permettait de comprendre, comment dirais-je, de voir comment le noyau, le canon philosophique était reçu ailleurs, qu'on pouvait également le démonter, et que la question de la constitution des disciplines, en fait, n'était pas du tout neutre, en fait, d'un point de vue politique. Et donc ce livre, en fait, on pourrait dire avec les mots d'aujourd'hui, c'est le grand livre de la décolonisation de la philosophie. Il a été écrit en 1977 au Cameroun par un immense philosophe, et c'est un livre qui a été une ouverture constante, une ouverture réelle à d'autres espaces, et qui a posé un problème, en tout cas dans mon cas, c'est qu'est-ce que je fais de ce non-philosophie ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est pris dans une histoire telle que je peux complètement en relativiser les usages et faire un pas de côté dans un espace, je paraphrase Boulaga, dans un espace sans nom, complètement indéterminé, où j'ai produire des discours sans savoir, en quelque sorte, comment leur production en fait, est déterminée, je dirais, méthodologiquement, épistémologiquement, ou est-ce que je reste dans ce champ et disciplinaire, et en quoi va consister mon travail? Est-ce que mon travail sera toujours un travail presque de charité épistémique, consistant à dire « mais il y a aussi des philosophes là-bas, et il y en a aussi ici, on peut les récupérer pour former une espèce de canon généreux et ouvert de la philosophie, qui serait une philosophie monde ». Et c'est vrai que là, dans mon cheminement intellectuel, tout a été un peu indéterminé, dans la mesure où j'occupe quand même une place d'enseignement dans un département de philosophie, donc spontanément, je devrais aller plutôt vers cet espace d'ouverture, mais en pratique, c'est vrai que l'espace plus hérétique, comme dirait Mudimbe, qui est intéressant, c'est celui de cette espèce de flou où finalement on est toujours dans le vertige, où on se demande mais qu'est-ce qui génère effectivement mon discours quand je prétends écrire en tant qu'universitaire ou en tant que chercheuse, sachant que le mot philosophie, j'ai fait une espèce de grande époquée phénoménologique, j'aime bien le laisser en suspension avant de savoir si effectivement ce que je produis peut recevoir le nom de philosophie. Et je n'ai pas été aidée ces dernières années parce que j'ai tellement voyagé entre les disciplines, travaillé avec des historiens,
passer à la littérature. Alors on dira, mais il y a le mot terrible en France qu'on vous jette à la figure en général, c'est de l'éclectisme, mais c'est pas du tout ça en fait. Mais le fait d'avoir franchi plusieurs écritures, de m'être rapporté de manière très différente à ce qu'est la lecture d'un texte et à l'exploiter d'une manière très différente, là je suis encore dans un espace de vertige, un peu, je dirais, sur le plan de la recherche. Et le seul moyen que j'ai trouvé pour me réagripper à un sol, c'est de faire ce que je faisais dans mes études, me réinscrire dans le canon classique, relire mes auteurs et travailler un petit peu de manière très très méticuleuse sur les textes de la tradition, estampiller philosophie, etc. Sauf qu'il y a quand même aussi une autre dimension, et c'est pour ça qu'on est aussi très intéressé par vos travaux à Entretemps, c'est que vous êtes aussi curatrice. Et que vous avez à 2 reprises, je crois, mais vous êtes encore engagé dans une biennale à Kinshasa, et qui est une biennale qui est itinérante, avec des artistes contemporains, et donc avec encore un autre langage, une autre forme aussi de faire de la philosophie, produire de la pensée comme l'histoire peut produire de la pensée, et qui est à la fois quelque chose de très partagé par un certain nombre, disons, d'intellectuels d'aujourd'hui, et en même temps qui déplace aussi là les catégories. Alors il y a cette expérience avec les historiennes et les historiens, il y a l'expérience romanesque, il y a la philosophie, et vous en avez largement parlé de cette manière de partir de l'histoire de la philosophie pour essayer de produire aussi une pensée propre, ce qui est une pensée à vous. Et puis, cette entreprise aussi collective, puisque quand on travaille avec des artistes, quand on est curatrice, on regarde et on met en relation. Tout à fait. Alors juste pour le point précis, en fait, j'ai été co-curatrice de la Biennale de Kinshasa de 2020 à 2022. Et ce temps étiré, il est lié à ce que nous avons tous traversé au Covid-19, qui nous est tombé dessus, et qui a fait que, comme dans de nombreux espaces de la culture à l'échelle globale, la question de savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on vit avec ce temps étiré, ou est-ce qu'on décide de faire les choses de manière virtuelle. Donc nous, on voulait absolument que la Biennale soit physique et qu'elle se tienne à Kinshasa, ce qui fait qu'on a dû vivre avec cette temporalité un peu étirée de la pandémie. Mais après, là aussi, pour Colonisation de notre histoire, je savais exactement, pas tout à fait, dans quoi je m'embarquais avec les historiens. Et je lui ai dit, mon oui a d'abord été un oui très utilitariste. Mais ce qui est très bien, parce qu'après, on trouve toutes les ressources pour s'engager, etc. Même si, au final, on ne sait jamais ce qu'on trouve. On sait à peu près pourquoi on veut faire ce projet, mais j'ai trouvé beaucoup plus que ce que je pensais y saisir de prime abord. Et pour la Biennale, alors là, ça a été complètement autre chose. La seule raison qui a fait que j'ai accepté ce projet quand il m'a été présenté, c'est le lieu d'effectuation de ce projet, qui est Kinshasa. Donc je suis liée à la République démocratique du Congo, pour des raisons familiales. Et il s'avère qu'un de mes grands désirs, ça a toujours été de m'implanter plus fortement en République démocratique du Congo. Donc j'ai d'abord dit oui à ce projet à cause du lieu dans lequel il m'engageait, mais je n'avais pas pris la mesure de ce que c'était. Donc là, il y avait un aveuglement complet. Et j'ai compris que j'avais été aveuglée face à la difficulté de ce qu'était ce projet, surtout avec la complication du Covid. Et là aussi, ça a été un vertige par rapport effectivement à la question de l'histoire de l'art. Quand on est curateur, ce qu'on attend de vous, c'est de produire une note curatoriale, c'est-à-dire de produire un texte. Moi, j'étais co-curatrice, donc je l'ai produit avec la personne qui travaille avec moi, Sarah Alonso Gomez, une historienne de l'art pour le coup. Et on doit produire un texte qui soit quand même un signe de ralliement pour les artistes que vous voulez embarquer avec vous.
Et la question qui s'est posée, mais comment on construit ce signe de ralliement qui va prendre une forme conceptuelle, etc., précise. Donc là aussi, quel type d'écriture on mobilise pour produire ce signe de ralliement? Est-ce que ça va être un immense statement sur l'histoire de l'art? Est-ce que ça va être encore une immense thèse contre, appelant à la décolonisation de l'art, etc. Et c'est vrai que beaucoup de tests ont été faits qui montraient qu'à chaque fois qu'un des risques, c'était de produire vraiment un travail abstrait et hors sol. Donc le choix qui a été fait encore pour finalement cette biennale, ça a été un choix, ce qui sauve souvent ce sont les collectifs. Et le choix, la manière de travailler, voilà, c'est ça. La manière de travailler, ça a été finalement de faire de cet espace biennal un immense champ de réflexivité critique où les artistes ont été aussi embarqués avec nous. Il y a eu des séries d'ateliers et c'est à partir de ces rencontres qui engageaient plusieurs voix, plusieurs pratiques, plusieurs lieux, des artistes du Congo, mais aussi d'ailleurs, etc., que quelque chose d'un peu solide a commencé à être construit du point de vue des propositions. Parce qu'un des risques, c'était vraiment de... Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que c'était aussi assez dur d'embarquer des artistes avec soi et de produire en tout cas quelque chose qui fasse qu'ils aient envie de travailler avec nous. Et la meilleure façon de faire, en fait, c'était de déjà les embarquer avec nous, en fait. Et à la fin, moi j'aime bien, là pour le coup, la biennale, moi j'aime bien reprendre l'image des historiens Peter Limbaud et Marcus Rediker, et c'est devenu un espace complètement où les hiérarchies se sont effondrées, où finalement la notion de curation, les notions d'administrateur d'une biennale, tout ça s'est un peu effondré, parce qu'on n'avait pas d'argent non plus, donc il a fallu aussi se réinventer pratiquement. Et c'est devenu vraiment ce que les historiens Peter Limbaud et Marcus Rediker décrivent dans l'Hydre aux mille têtes, c'est devenu un équipage bigarré, où les artistes sont venus, ont fabriqué leurs choses dans les rues de Kinshasa. Comme on n'avait pas d'espace de musée fixe qui nous avait été prêté parce qu'on n'avait pas été d'argent et parce qu'on n'a pas été beaucoup soutenu par les institutions, on a dû servir de la ville comme d'un espace d'exposition géant. Et donc, on avait reproduit les œuvres des artistes sur des bâches en plastique. Et chaque jour, évidemment, en concertation avec les personnes vivant dans le quartier, les propriétaires de maisons qui parfois nous prêtaient les murs de leur maison pour exposer, on accrochait les bâches et on faisait venir les personnes dans les rues de Kinshasa. Donc c'était un véritable équipage bigarré, et là aussi ça a été une expérience complète d'écriture collective, je dirais, en fait. Mais c'est aussi le sentiment qu'on a comme lecteur, que ce livre, Notre histoire, colonisation, notre histoire, n'est pas un livre d'une doxa, mais qui est un livre qui a parfois, d'ailleurs tous les auteurs ne sont pas forcément d'accord, et c'est aussi un savoir fragile, mais ce savoir fragile prend de la solidité par le fait qu'il est collectif, et un des efforts aussi je pense, vu encore une fois comme lecteur, c'est aussi qu'il n'y a pas que des textes d'historiennes ou d'historiennes français ou françaises, il y a des traductions, il y a tout vous avez essayé, en tout cas, de mettre en tremblement cette histoire. C'est pas un pavé du tout. C'est plutôt comment dirais-je, quelque sorte d'objet dont on voit qu'il pourrait être encore plus énorme. Tout à fait. Mais en même temps, qui, je crois, dit quelque chose de l'État, et ça vous le dites très bien dans votre introduction, de l'État aussi, de l'historiographie. Et vous le faites, c'est l'occasion de rappeler la mémoire de Jean-Pierre Sainton, qui est disparu cet été, qui a été quelqu'un d'important dans les études autour de l'histoire coloniale et postcoloniale. Et vous montrez bien dans l'introduction aussi combien c'est lent. L'histoire est une discipline qui va beaucoup moins vite que l'art. Mais c'est lent, mais que progressivement,
ben, cette histoire qui passe pas, et ben, grâce à des entreprises collectives comme celle-là, eh bien, elle avance. On va voir la réception, on va voir comment aussi les plus jeunes gens s'en emparent, hein, puisque alors vous appartenez à une jeune génération, mais il y en a des plus jeunes encore qui, voilà, et qui, comment ils vont travailler avec cette somme, encore une fois, fragile mais ouverte. Mais je suis extrêmement sensible en fait à votre discours. Moi, j'aime bien dire que j'ai été très heureuse en tant que chercheuse en fait de participer à ce projet. Déjà parce que c'est un collectif qui a fonctionné. Et des collectifs qui fonctionnent, il n'y en a pas beaucoup en fait. Et ce collectif ne m'a pas du tout rendue malheureuse en tant que chercheuse parce que j'y ai trouvé aussi ce que j'y cherchais, c'est-à-dire vraiment un espace critique. Et dans la manière de travailler ensemble, on vient pas du tout des mêmes. Non seulement on vient pas des mêmes espaces disciplinaires, mais on n'est pas non plus travaillé par les mêmes traditions théoriques. Et les traditions théoriques que certains d'entre nous pouvaient porter, donc moi je viens plutôt du champ des post-colonial studies, en étant aussi une grande lectrice de ce qu'on appelait le tournant décolonial, etc., qui ont des options au sens de Mignolo, qui ne sont pas partagées non plus nécessairement par les autres chercheurs du groupe, qui ne se reconnaissent pas du tout dans les post-colonial studies, ni dans le tournant décolonial. Et c'était vraiment intéressant, en fait, constamment de mettre en tension les différentes, je dirais, options, voire traditions théoriques qu'on porte, pour les discuter. Et le livre aussi, c'est ça. Alors, c'est pas du tout, c'est pas une, comment dirais-je, il ne s'agissait pas de donner sa place à tout le monde, c'est pas du tout comme ça que se construit la réflexivité critique, mais il s'agissait de construire un espace suffisamment solide pour que tous les auteurs soient mis en position de pouvoir également être contredits et réfutés. Bon, c'est une approche très popperienne et très de la science, mais c'est cet espace-là de discussion qui a été ouvert et qui ne démet pas du tout l'idée de ce que pourrait être le savoir, mais au contraire qui dit que après tout, moi, ce que j'attends de l'université, c'est précisément ça, en fait, d'être dans un champ où constamment je peux tester, en fait, des hypothèses, des manières d'écrire, etc., et recevoir, en tout cas, un retour, soit de mes pairs ou de ceux qui ont envie de lire ce que je produis. Et le livre offre ça à la fois. Il l'offre de deux manières, d'une manière, je dirais, dynamique, au sens où, effectivement, on est face à la recherche en train de se faire. Et il y a beaucoup d'options, on voit qu'il y a énormément d'objets qui sont traités, pris en charge par les chercheurs de toutes les disciplines des sciences humaines. Et un des enjeux, c'était comment rendre disponible cette recherche en train de se faire à un public de non-chercheurs et à un public de chercheurs. Donc il y a toute cette dimension de l'accessibilité du langage aussi qui est assez centrale dans le livre. Et je dirais d'une manière pas plus statique, hein, mais je dirais d'une manière plus directe, frontale. Il s'agissait vraiment, c'est ça, de construire un espace, pas un champ de bataille. Ces métaphores guerrières sont vraiment mauvaises, je crois, vraiment. Il faut les laisser de côté. Mais, parce que je pense à un texte de Sonia, un poème de Sonia Sanchez qui me traverse l'esprit sur le féminisme à The Battlefield. Et j'ai cette première image qui me vient. Mais en tout cas, l'idée je vais le dire de manière plus bergsonienne, un champ de création. Une espèce de construction qui prendrait la forme d'une évolution créatrice où, plutôt que de parler de rationalité critique à chaque fois, mais d'être dans un espace où finalement on peut aussi, on crée du savoir et on va peut-être bifurquer, s'il est nécessaire peut-être de mobiliser d'autres dimensions de la recherche qui auraient été peut-être mises de côté ou oubliées dans le discours qu'on est en train de produire. Je ne sais pas si c'est très abstrait ce que je suis en train de raconter. Non, parce que vous finissez autour de la notion de l'être de liberté. C'est ça. Et c'est peut-être ça. Alors, il ne s'agit pas de cohérence, hein, la question n'est pas là, mais de mise en relation, mais de la créativité bergsonienne à cet être de liberté-là, même si, mais ça ce serait un long débat, on pourrait se demander, et vous y insistez aussi dans d'autres textes, sur le rôle de Sartre dans cette histoire, et sur sa terrible préface L'Orphée noir, et donc une philosophie aussi française qui a été d'une certaine manière, comme pour d'autres, je pense évidemment à son Saint-Genet, comédien et martyr, qui est un assassinat. Alors Sartre, c'est un monument,
Vraiment, c'est une monumentalité philosophique. C'est, comment dirais-je, je veux dire quelque chose qui va faire qu'on aura envie de m'abattre, mais c'est aussi quelqu'un qui a vu des choses que d'autres n'ont pas vues. Et sur toutes les questions liées à la colonisation, à l'histoire de la colonisation, c'est quand même un des penseurs du néocolonialisme. C'est un des penseurs du néocolonialisme. Et pour toutefois aller dans votre sens, c'est vrai qu'il y a des préfaces qui sont assez dures. Moi, je pense à la préface aux damnés de la Terre de Fanon, en fait, avec cet appel au meurtre des colons, qui a été énormément commenté, donc sur lequel je ne reviendrai pas. Il faut aussi, je pense, et c'est penser à rebours, en fait, d'une certaine manière de Sartre. Donc il faut toujours prendre cet auteur à rebours, mais c'est un auteur qui a ouvert, en tout cas, il me semble, en tout cas, une partie du champ de la philosophie très sérieuse, à la question de la domination, des dominations coloniales et aux reconfigurations de l'impérialisme dans le temps qui vient après les indépendances. Et c'est très drôle qu'on parle de ça, enfin très drôle, moi je fais cours demain, justement, je prépare mon cours en ce moment sur Sartre pour justement commencer à travailler sur les archives historiques de l'indépendance d'un pays précis, puisque c'est en ce moment sur ce pays que je travaille. Et là aussi, cette reterritorialisation stricte du savoir, elle me vient aussi de mon expérience avec les collègues historiens, en fait. Mais je travaille sur les archives de l'indépendance du Congo, etc., donc des années 60. Donc on retrouve des textes, je vous dis, à la fois des tracts, des discours politiques, des textes par moments de combat, mais très denses, des silences aussi qu'il faut pouvoir expliquer, tiens, pourquoi il y a eu ce silence à ce moment précis, des actes, des actions. Et il s'agit d'essayer de comprendre en fait ce qui a été composé d'un point de vue, ou quelles ont été les projections utopiques qui se sont données pour mot le mot indépendant. Ça recouvre quoi ce terme exactement? Le cours, c'est ça. Mais pour commencer à entrer dans ce cours, et non pas justifier son ancrage disciplinaire en philosophie, mais plutôt pour essayer de comprendre comment on va travailler sur l'archive en tant que philosophe et non pas en tant qu'historien, je commence avec Sartre, parce que Sartre, c'est quand même celui qui a écrit, il est très connu depuis Édouard Saïd, pour je crois que l'expression vient d'Édouard Saïd, pour toutes ses préfaces, justement ces fameuses préfaces aux grands textes de Memmi, de Fanon ou autres, mais c'est aussi un des penseurs qui a proposé une réflexion sur le néocolonialisme à partir de l'assassinat de Lumumba. Donc il s'est vraiment ouvert aussi à d'autres colonisations que la colonisation française. Et dans ce grand texte sur les écrits politiques de Lumumba, je crois publié en 1963 aux éditions Présence africaine, il donne une vision de ce qu'ont été les indépendances, très ancrée dans une veine anti-impérialiste, matérialiste, qui l'amène d'une certaine manière à disqualifier en fait d'autres formes pratiques, politiques, qui ont pu aussi incarner les voies de l'indépendance au Congo. Précisément parce que ce texte embarque ou propose une lecture des indépendances qui est structurée par une approche, je dirais, par une forme de nationalisme méthodologique qui considère finalement qu'il n'y a qu'une seule manière d'être indépendant, c'est de former État-nation. Or cette thèse-là de Sartre dans le texte l'amène à disqualifier énormément de mouvements populaires qui ont aussi participé à l'histoire des décolonisations dans toute leur radicalité, c'est-à-dire dans leur visée transformatrice, et qui ont composé justement ces moments effervescents et qui ont fait que dans les années 60, l'Afrique a été un grand pourvoyeur d'utopie politique. Et donc voilà, donc cette figure de Sartre pour moi elle est importante parce que vraiment, quand je relis Sartre, quand je vois ce qu'il a été dans la pensée française contemporaine, et quand je saisis ce qu'il a écrit et la lucidité avec laquelle il a réussi à se fondre dans un ensemble d'histoires en fait et en ressaisir la teneur politique, je crois qu'il n'y a pas de commune mesure en fait dans le champ de la pensée française contemporaine. Mais en même temps, il faut penser contre lui parce que c'est toujours à partir d'un certain prisme en fait qu'un ensemble de textes sont saisis et que des mouvements de libération apparaissent comme étant fondamentalement tronqués. Or, si on tronque ces mouvements, on perd de vue ce qu'ont été les indépendances, et je dirais encore de manière très très différente, pour nous,
qui, au présent, relisons ces textes, c'est-à-dire qui composent pour nous des archives au sens le plus large. Là, je ne fais pas une théorie de l'archive, mais ces textes sont encore, je dirais, et là je reprendrai un terme d'Anne-Laure Astoller, sont des matières actives. C'est-à-dire ce ne sont pas simplement des documents sur lesquels il faudra avoir une espèce de rapport extractiviste, là je paraphrase toujours Anne-Laure Astoller, c'est-à-dire en essayant d'y recomposer une histoire précise, mais ces textes circulent encore. Ils ont voyagé parfois avec les diasporas, des personnes qui les relisent hors du lieu dans lequel elles ont été formées, et donc on ne peut pas se couper de toute cette matière dans la mesure où cette matière-là est encore vivante et nourrit des projections politiques dans notre monde contemporain. Et donc c'est pour ça que j'aime penser contre Sartre, précisément parce qu'il a vu beaucoup et il a aussi, comment dirais-je, et il nous a aussi parfois rendus aveugles à certains éléments qui pourtant demeurent des matières actives qui, comment dirais-je, font encore vivre certaines options politiques, théoriques qui se conjuguent au présent. Mais c'est marrant, je sais que vous êtes un très grand lecteur de Foucault. Et je pense, par exemple, Sartre reste un point, comment dirais-je, on ne peut pas se passer de Sartre, au sens où je lisais, moi je suis une grande lectrice de Mudimbe, et si on lit un texte comme L'invention de l'Afrique, c'est très étrange, parce qu'il est composé à partir de deux bibliothèques théoriques, dans le champ de la philosophie, qui sont immédiatement antithétiques. Le projet archéologique de Foucault, et la question du sujet de liberté sartrien, en fait. Et en fait, ce qui intéresse Mudimbe, c'est proprement de construire une espèce d'archéologie du discours bon, africaniste, en tout cas du discours colonial sur l'Afrique, mais pour extraire de cette archéologie, en fait, comment dirais-je, un sujet qui a été indûment objectivé par cet amas de discours, en fait. Donc, en gros, la sortie, la question de la liberté et des conditions de production de discours par un sujet, elle revient chez Mudimbe pour penser la sortie, je sais pas, de la domination coloniale ou autre. Donc, c'est dans le temps que Mudimbe, on ne peut pas se passer du sujet. Et c'est marrant qu'il en passe par une espèce de combinaison qui pourrait paraître une combinaison hérétique, où on pense avec Sartre et Foucault en même temps, en fait. Et ce n'est pas un en même temps, un mauvais en même temps, comme la formule circule aujourd'hui en France d'une manière très, un peu gênante quand même. Mais là, c'est vraiment comment on embarque en fait le fait qu'on souhaite, en tout cas, que le projet politique d'être un sujet en soi qui s'autofonde, que ce projet-là puisse être dit à partir d'une destruction du type de discours qui vous objective et vous enferme, en fait. Ce serait un avec, peut-être, plutôt qu'en même temps. Voilà, avec, c'est mieux, tout à fait. Et voilà, et on vous remercie d'avoir été avec entre-temps. Merci beaucoup à vous.